Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast du groupe Patrimonium. Je suis accompagné de Guy Daigneault. Mon nom est Georges Caraclas. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire les choses un peu différemment. Contrairement aux opinions traditionnelles, nous avons décidé d'inviter un invité, Martin Lefebvre, qui est notre vice-président et stratège à la Banque nationale. Merci Martin de te joindre à nous. Oh. Martin, on va avoir quelques questions pour toi. Alors Martin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Très apprécié. Alors, on a quelques questions pour toi, puis je pense que les clients vont apprécier un petit peu tes réponses différentes, probablement, parfois de nous autres. Alors, comme on gère par répartition d'actifs, on voulait tout simplement commencer en disant, peux-tu nous présenter l'évolution des deux grandes catégories d'actifs depuis le début de l'année? Oui. Bon, ce qu'on voit, je ne sais pas si on peut avoir le graphique à l'écran pour que je puisse suivre, là, mais parfait, merci. Oui, bon. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça va bien. Hein? On écoute les nouvelles, il y a le Trump, il y a les tarifs, il y a des changements politiques partout dans le monde. On dirait toujours que ça va mal, mais finalement, les marchés réussissent toujours à tirer les épingles du jeu. Puis cette année, ça ne fait pas exception à ça. Si vous regardez depuis le début de l'année, les actions sont presque en hausse de 9% au niveau des marchés mondiaux. Là. Donc, vraiment un écart marqué par rapport à ce qu'on peut voir dans les fonds obligataires, par exemple. Et ça fait en sorte qu'un portefeuille équilibré, là, ce qui représente, je te dirais, grosso modo, 80% de la clientèle à la banque, là, a un rendement qui est tout près de 6%. Donc, si on annualise ça, là, ça fait presque 11% par année. Ça, c'est quand même rare qu'on puisse avoir des rendements aussi importants. Puis ça fait c'est un peu un paradoxe là, avec ce qu'on peut voir là, au niveau des tarifs. Donc, ce qu'on comprend, en fait, depuis le début de l'année, c'est que les économies, les risques de récession, souvent, c'est un peu étranger aux marchés eux-mêmes, là, qui sont plus internationaux puis qui puissent quand même nous donner une performance qui est quand même assez exemplaire malgré les risques là, encourus pour les investisseurs. On est un peu tous surpris, je pense. Oui. Mais on est content. On est content. Exact. Martin, tu mentionnais Trump. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du président des États-Unis. On a fait une capsule plutôt cette année concernant l'insécurité, la volatilité et les opportunités de marché qu'on a appelé l'effet Trump. Ouais. À ce sujet-là, comment vois-tu le sentiment des investisseurs? Oui, c'est une bonne question. Puis en fait, le sentiment, il a remonté, hein, on le sait, suite aux tarifs, surtout le jour de la libération que Trump avait fait ça, où il avait mis des tarifs à bracadabrant sur à peu près tous les pays partenaires commerciaux des États-Unis, partout dans le monde. Ça n'avait pas été une bonne idée. Hein. Finalement, les marchés ont plongé, puis il a été obligé de rebrousser chemin sur sa stratégie. Mais très peu de temps après, les marchés ont repris de l'altitude de façon assez significative. Et je vous dirais qu'il y a encore des investisseurs qui sont derrière. Donc, malgré cet engouement-là, on sent qu'il y a encore des gens qui sont réticents à revenir dans le marché. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on sent qu'il y a encore de la place finalement dans le marché. Quand le marché est surracheté, comme on dit dans notre jargon, souvent c'est une opportunité de prendre des profits, de revoir un peu sa stratégie. Mais là, on sent qu'il y a encore là, pas mal de munitions, je dirais, là, pour que les marchés puissent poursuivre leur lancée. Probablement pas au même rythme que ce qu'on a connu depuis le creux du mois d'avril, mais du moins, on pourrait avoir encore là, des profits d'ici la fin de l'année. Évidemment, ce qui est intéressant avec Trump, il y a déjà eu un premier mandat. On a vu certains effets par rapport aux tarifs dans son premier mandat. Pourrais-tu nous parler de certaines autres périodes, dont son mandat et ou autres périodes, en fonction du marché? Absolument, mais je pense qu'on le voit très bien sur le graphique de la page 4. Là, on est un peu dans un sentiment de déjà-vu. Puis en fait, ça fait depuis les 10 dernières années, là, on a eu pratiquement 4 périodes de correction boursière significative. Là, souvent, on appelle ça un marché baissier, on va appeler ça une correction d'à peu près 20%. Puis ce qu'on a remarqué depuis ces 4 épisodes-là, c'est que c'est souvent de très courte durée. Donc, comme investisseur, là, quand on a une baisse de 20%, souvent, c'est une opportunité de rentrer dans le marché, malgré les manchettes, malgré les risques, malgré tous les jours, là, finalement, il y a quelque chose qui va mal dans le monde. Mais quand on a une aubaine de 20% par rapport au prix qu'on était déjà prêt à payer, mais souvent, là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas manquer. Et souvent aussi, ça fait place à des politiques qui vont faire en sorte là, que la situation va se résorber de façon quand même assez significative. Et donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Et cette fois-ci, elle n'est pas différente.
faut se rappeler par contre que il y a encore des choses à travailler. Entre autres, une des raisons pourquoi les marchés avaient baissé, c'est que les valorisations boursières étaient quand même relativement dispendieuses. Et donc, il va falloir suivre ça de près. Comme je le disais tantôt, on s'attend à ce que les gains qu'on a connus depuis le début de l'année se poursuivent, mais avec un rythme peut-être de croisière là, un peu plus normal, je dirais, là, que ce qu'on a connu depuis le mois de la libération, comme Trump l'avait appelé. On parle donc mois d'avril assez morose, là j'ai envie de dire, au niveau des marchés. Par contre, depuis quelques semaines, on entend et on le voit des sommets boursiers qui n'arrêtent pas de battre de record en record. Donc quand même pas mal en contradiction avec ce qu'on a vu au mois d'avril. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais qu'en est-il au niveau de la valorisation et des prévisions des bénéfices au niveau des compagnies? On gère vraiment au niveau des fondamentaux des compagnies. Et je pense que c'est important de remettre en perspective aussi ces données-là. On sait que tu as quelques diapositives à nous présenter, donc on va t'entendre là-dessus. Parfait. Donc, bon, la première que je vous présente, c'est les ratios cours-bénéfices. Puis, comme je le disais il y a quelques secondes à peine, la bourse est quand même relativement chère. Donc, il faut garder ça en tête. Les valorisations boursières, les ratios cours-bénéfices sont dispendieux en ce moment. Et donc, il va falloir qu'il y ait des politiques qui fassent en sorte là, de permettre là, au profit des entreprises de poursuivre sur leur lancée. C'est ça à qu'on s'attend. Mais dans l'ensemble, là, il va falloir que les compagnies, là, vraiment, les profits suivent la parade pour permettre aux bourses de poursuivre là, sur leur lancée. Donc, ce que je démontre, c'est que certains des titres, entre autres les plus grandes capitalisations boursières, là, ce qu'on appelle les Mag 7, les grands titres là, comme Amazon, Apple, Microsoft, tout ça, Nvidia, qui est le petit nouveau, qui a vraiment fait en sorte là, d'amener la bourse à des niveaux là, jamais enregistrés. C'est un peu plus dispendieux, mais le reste de la bourse américaine comme telle, c'est-à-dire les 493 titres qui composent le S&P 500, sont à des niveaux qui sont quand même relativement plus abordables, je dirais. Il faut savoir aussi que la structure même, la composition même de la bourse américaine fait en sorte que les titres technologiques ont vraiment plus de poids. Et donc, c'est normal de voir les ratios cours-bénéfices plus élevés. On s'attend à beaucoup de profitabilité de la part de ces géants-là. Et donc, je pense de comparer les ratios aujourd'hui avec des bases historiques, c'est peut-être un petit peu trompeur. Et donc, il faut vraiment garder ça en tête. Ce qu'on s'attendait aussi avec Trump, c'est que peut-être tout le segment du consommateur soit un peu plus touché, mais ce qu'on se rend compte, c'est que, entre autres, si on va à l'autre diapositive, là, la croissance au niveau de ce qui est attendu pour 2025 est relativement forte. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est totalement contraire à ce qu'on peut anticiper en période de récession. Souvent, on va avoir une contraction des bénéfices uniquement s'il y a une récession. Et donc, toutes les craintes de ralentissement très prononcées suite à l'annonce des tarifs qu'on a pu avoir là, depuis l'entrée en poste de l'administration américaine en février, à la fin du mois de janvier, bien, clairement, les compagnies américaines là, ont déjoué tous les pronostics. Puis ce qu'on voit, c'est que les profits attendus pour l'année 2025 sont encore très bons. On parle là, de presque 10 et l'année 2026 est encore plus forte là, aux alentours là, de 12 derrière ça, il y a tout le plan fiscal de Trump. Là, il a appelé ça le Big Beautiful Bill. Évidemment, où il va baisser les impôts, il va relancer, il va avoir de la déréglementation. Ça va permettre là, vraiment aux entreprises de connaître encore une bonne année au niveau des bénéfices en 2026. Et peut-être la surprise, et si on va à l'autre diapositive, c'est vraiment au niveau du consommateur. Donc, clairement, depuis le début, on le dit, la facture des tarifs va être payée par le consommateur et donc, finalement, c'est le ménage américain qui va être touché par ça. Mais on ne voit pas ça du tout quand on regarde l'ensemble du secteur de la consommation avec les gros détaillants comme Walmart, Target, tout ça. Les profits sont encore au rendez-vous et on pense que ça va se poursuivre pour les prochaines années. Et il y a les banques aussi qui ont bénéficié beaucoup de la repentification finalement de la courbe des taux d'intérêt. Et donc, les marges bénéficiaires des banques sont meilleures. Et souvent, quand le détail, le commerce va bien, le consommateur est au rendez-vous, puis que les banques font des profits, habituellement, c'est une économie qui est relativement en santé. Et donc, c'est très prometteur. Puis ça, évidemment, c'est les profits sur les 12 prochains mois. Et donc, ça tient compte du fait qu'on s'attend à un certain ralentissement en deuxième moitié de l'année. Super intéressant. Évidemment, là, suite à ce que tu viens de nous décrire, il faut parler de l'économie
Oui. Quelle lecture peux-tu faire de la conjoncture actuelle sur le plan macroéconomique? Oui, OK. Donc, je disais, les tarifs, ça va toucher surtout le consommateur. Donc, tout le monde s'attendait ou s'entendait pour dire qu'il allait avoir un ralentissement en deuxième moitié de l'année. Ça fait encore partie de notre scénario. Là. On a un scénario où la croissance devrait être là, légèrement inférieure au potentiel. Et ça, ben, on va le mesurer avec des chiffres, là, entre autres des ventes au détail, tout ça, qui, comme je le disais, restent pour le moment suffisamment forte, mais surtout par le marché du travail. Hein. Quand on va sentir que le taux de chômage va monter ou qu'il va y avoir moins de création d'emplois, ça va être un signe là, que l'économie est à ralentissement. Puis c'est d'ailleurs un peu ce qui a mis la puce à l'oreille à la Banque centrale. Là, vendredi dernier, Jerome Powell a annoncé qu'il allait peut-être avoir des modifications à la politique monétaire. Donc, on va suivre ça de très près. Surtout que là, comme vous pouvez voir sur le graphique de la page 8, là, le ratio d'offres d'emploi par chômeur est revenu pratiquement à l'équilibre. Habituellement, quand c'est du 1 pour 1, ça veut dire que chaque pression sur le marché du travail peut donner lieu à une augmentation du taux de chômage. Mais le taux de chômage, il est à un creux historique. 4,2 sur une base historique, c'est excessivement bas. Ça veut dire qu'à peu près tout le monde aux États-Unis qui cherche un emploi en a un. Et donc, pour le moment, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter de cette statistique-là, mais ça va être quelque chose qu'on va devoir suivre de très près. Ici, tu nous parles de l'inflation. L'autre statistique qu'on suit de près, parce que c'est dans le deuxième mandat de la Réserve fédérale, c'est l'inflation. Puis bon, si les tarifs, ça peut avoir une incidence sur le consommateur, bien, ça en a un aussi sur les prix. Mais pour le moment, on ne le voit pas trop. Les prix, on s'attend à ce qu'ils montent, mais on ne s'attend pas de voir finalement la poussée là, qui était anticipée de la plupart des analystes. Une des raisons, c'est que finalement, on se rend compte que c'est absorbé de trois parts. D'un côté, l'exportateur. Si on prend le Canada, par exemple, qui veut garder un peu son marché, va faire en sorte de baisser sa facture. Il y a l'importateur aussi qui ne sait pas trop si c'est permanent, si Trump ne va pas changer d'idée et donc il ne veut pas augmenter les prix. Puis finalement, bien, il y a le consommateur qui voit ses prix augmenter un peu par le biais des prix à l'importation, mais qui, en bout de ligne, ça représente seulement une taxe à la consommation, puis il est capable de pallier avec ça. Et donc, ça a très, très peu d'impact. Parce qu'on entend parler énormément présentement de tout bord de côté de cette nouvelle-là. Fait que c'est quand même réassurant ce que tu dis. Oui, absolument. Puis on le voit dans le graphique, finalement, les surprises à la hausse sur l'inflation sont contraires à ce qu'on s'attendait. Puis ça a été très bien reçu par les investisseurs partout sur la planète. Puis quand on regarde, si on va à l'autre acétate, si on regarde un peu la dynamique des prix, le gros de la désinflation qu'on a connue, je dirais, au cours des 2 dernières années, suivant la réouverture des marchés post-COVID, c'est fait par les biens. C'est souvent par là qu'on commence. Mais là, on voit que c'est vraiment le secteur du logement. Là, hein? Les taux d'intérêt ont monté au cours des dernières années. Ça commence à avoir une incidence sur la dynamique du marché de l'habitation. Et là, c'est le coût des logements qui diminue. C'est une grosse composante. Donc ça, quand ça part, là, ça va continuer d'exercer des pressions à la baisse. Et ça fait en sorte que la Réserve fédérale, finalement, la Banque centrale aux États-Unis, a un petit peu plus de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'elle a annoncé vendredi dernier qu'il y avait des changements qui s'en venaient là, probablement dès le mois de septembre. Au Canada, bon, la tendance semble être différente. Donc, le marché immobilier est quand même un sujet important au niveau de l'inflation. On l'a vu la semaine passée, le prix moyen d'une propriété à Montréal a dépassé le million. Ouais. Est-ce qu'on constate une tendance similaire au Canada qu'aux États-Unis? Quel parallèle on peut faire? Oui, ben, c'est sûr que les taux d'intérêt ont monté un peu partout, puis si on doit penser à des ajustements. Il faut savoir aussi que les prix de l'immobilier ont monté beaucoup. Au Canada, on a un marché un peu ségrégué, je te dirais. Le Québec, c'est pas Montréal. Montréal, c'est pas Calgary. Calgary, c'est pas Vancouver. Puis c'est pas Toronto non plus. Donc, les pressions se font sentir surtout en ce moment, je dirais, dans la grande région de Toronto puis Vancouver. Mais Calgary continue d'aller très bien. Puis Montréal, on voit les prix, on continue d'augmenter, mais ça devient un petit peu plus difficile de vendre sa maison. Là. Ça prend un peu plus de temps. Et donc, je pense que ça va continuer de peser sur le marché. Mais dans l'ensemble, on n'entrevoit pas non plus là, des baisses significatives. Ouais. Comment sais-tu l'évolution des taux d'intérêt au cours des prochains mois? Oui, donc ben, on a ouvert la porte un peu à des baisses de taux. Le Canada avait déjà commencé à baisser, à ajuster sa politique monétaire en prévision finalement de l'impact des tarifs qui est plus ou moins venu. C'est un petit peu plus difficile, je dirais, la situation économique au Canada qu'aux États-Unis, mais dans l'ensemble, on continue quand même de bien tirer notre épingle du jeu. Mais aux États-Unis, ben c'est ça, la Réserve fédérale était craintive. Elle se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'inflation va faire en sorte que je vais être coincé puis je vais devoir remonter mes taux d'intérêt?
Mais là, clairement, avec des nouvelles comme on a connues dernièrement, il y a lieu de penser que la Banque centrale va baisser ses taux. Peut-être 2 fois d'ici la fin de l'année, puis probablement un autre 2 fois en 2026, parce qu'il l'a dit clairement, là, le gouverneur de la Réserve fédérale, il y a des pressions à la hausse sur l'inflation, mais il y a des pressions à la baisse sur l'emploi puis l'économie américaine. Le problème, c'est qu'en ce moment, ma politique monétaire est restrictive. Donc, dans un premier temps, on va ramener ça au neutre, là, si on lit un peu entre les lignes. Et ça devrait commencer par probablement 2 baisses de taux prochainement. Une question qu'il faut qu'on pose à ce moment-là. Est-ce que l'effet Trump, justement, qui met beaucoup de pression, que penses-tu de ce volet-là? Du président qui met de la pression sur la Fed? Oui. Ah, ben ça, c'est certain que ce qui est particulier en plus, c'est que c'est Trump qui a nommé Jerome Powell. C'est lui qui l'a mis en poste à son entrée en 2016, dans son premier mandat. Bon, depuis ce temps-là, il n'arrête pas de se plaindre que c'est un pas bon, mais ça, c'est une autre histoire. Il faut savoir aussi que Jerome Powell, son mandat finit en 2026, donc il va le remplacer très prochainement. Puis je pense que c'est ça qu'il est un peu en train de faire, Trump, c'est qu'il magasine son prochain gouverneur de la Réserve fédérale en mettant de la pression pour avoir quelqu'un qui est un peu plus malléable. Mais la Fed, c'est un organisme qui est indépendant, puis les décisions se prennent en comité. Donc, ça se fait difficile pour le gouverneur de vraiment orienter les discussions pour privilégier ou favoriser Trump là, dans cet ensemble. Super pertinent, merci. Évidemment, les tarifs ont fait les manchettes depuis le début de l'année, puis depuis l'élection de Donald Trump. Accord, pas accord, augmentation des tarifs, baisse des tarifs, donc beaucoup de volte-face. Quelle est l'évolution et où en est-on aujourd'hui? Oui, ben, ce qu'on sait, c'est que, on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer tout ça, mais on sait que probablement que ça va être plus élevé qu'avant l'arrivée de Trump. Quand Trump est arrivé en 2025, le tarif effectif, c'était 2,5 %. Là, on va probablement être au-dessus de 15 là, quand tout va être terminé, qu'il va avoir fait des ententes avec, bon, on ne sait pas trop si c'est des ententes, mais bon, il fait des ententes avec tout le monde. Et donc, ce qui est particulier, c'est que les investisseurs semblent se contenter de ça. Hein? On a comme évité le pire là, quand le jour de la libération, les tarifs étaient à hauteur de 35 %. C'était la panique. Mais évidemment, on savait que ça ne pouvait pas en rester là. Des tarifs de 145 % avec la Chine, c'est en pratique, ce que ça voulait dire, c'est qu'il n'y avait plus de commerce qui se ferait. Là. Les bateaux allaient rester dans le port de Chine. Il n'y avait aucune raison pour les bateaux de venir vendre des marchandises que les gens n'auraient pas achetées de toute façon. Et donc, il a dû revenir sur sa décision. Ils ont eu des pauses. Il a lancé toutes sortes d'accords avec les grandes nations du monde. Puis je pense que ça va être comme ça. Il y a l'ALENA, la CEUM, là, qui doit être renégociée en 2026. Donc, je pense qu'il joue ses cartes. Là. Il a lancé un petit peu, il a mis le ton, si vous voulez, là, sur ce à quoi il s'attend. Mais dans l'ensemble, le Canada est très, très peu touché par cette politique-là tarifaire. 90 % des biens exportés vers les États-Unis font partie de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique et donc sont exclus de ça. Évidemment, il y a les grands secteurs comme l'acier, l'aluminium, l'automobile là, qui sont très difficiles pour le secteur industriel canadien, mais ça reste quelque chose avec lequel on peut travailler. Ça reste gérable, je dirais. En t'écoutant, c'est quand même rassurant. Oui. Ta prochaine diapo a vraiment retenu notre attention. Pourrais-tu nous en dire davantage sur les vents de face et les vents de dos? Oui, c'est ça. Comme investisseur, évidemment, on a toujours... on regarde un petit peu. On n'a pas de boule de cristal, hein, comme tu sais, Guy, ça serait bien le fun si on en avait une. Puis elle fonctionnait. Surtout. Ouais. Mais on doit se tourner évidemment vers des indicateurs qui habituellement ont été des bons signes là, que les choses allaient bien ou allaient mal pour les investisseurs. Et il y en a plusieurs, évidemment. Il faut regarder les taux d'intérêt, il faut regarder l'inflation, il faut regarder la croissance, des choses qu'on a déjà discutées depuis ce temps-là. Mais il y a le dollar américain aussi, puis il y a le pétrole. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qui fait en sorte là, de façonner, je vous dirais, les conditions financières auxquelles on fait face à tous les jours. Hein? Quand les taux d'intérêt augmentent, évidemment, ça peut faire en sorte de créer une sorte de ralentissement économique. Tout coûte plus cher. Hein? Le taux d'intérêt, finalement, c'est le coût
c'est le coût de l'argent. Le prix du pétrole, c'est la même chose. Si le prix du pétrole augmente, ben, c'est une taxe à la consommation. Hein? Le pétrole, c'est inélastique. Je suis obligé de faire un plein d'essence. Et donc, s'il coûte plus cher, j'ai moins d'argent pour ma consommation ailleurs. Le dollar américain, c'est la même chose. C'est notre pouvoir d'achat d'acheter des choses à l'étranger. Donc, quand on met tout ça ensemble, souvent, s'ils vont tous dans le même sens, bien, ça nous permet peut-être d'avoir une dynamique qui est un peu plus positive. Puis à l'inverse, quand tout augmente, bien, ça devrait donner lieu à une certaine forme de ralentissement. Et là, ben, comme on peut voir sur le graphique, les choses semblent quand même assez positives pour les 12 prochains mois. Habituellement, quand on est en territoire positif, la bourse a tendance à faire des gains année sur année. Et donc, ben, je reviens à ma diapositive du début. Là. On a eu un rebond significatif. Puis là, ben, on s'attend à ce que la situation se poursuive, mais juste à un rythme peut-être un peu plus modéré ou normal. Là. Donc, c'est comme au golf, quand tu veux faire une drive, puis tu as le vent dans le dos, c'est positif. Ça t'aide. Ouais, effectivement. Martin, nous gérons par répartition d'actifs, évidemment, au niveau de la diversification. Donc, évidemment, le rendement provient de différentes catégories d'actifs. Ouais. Contrairement aux dernières années où on a vu les États-Unis surperformer les autres marchés, cette année, ce n'est pas vraiment le cas. Oui. Ben, puis c'est un peu étrange, hein, parce qu'on dit, ah, c'est Trump qui met des tarifs, puis ça va être un ralentissement, c'est le reste du monde qui va écoper. Mais la réalité, c'est que les 7 grandes capitalisations boursières que je vous parlais, ils font beaucoup de business ailleurs dans le monde. Et donc, c'est venu un petit peu leur jouer un tour. Là. Et donc, on a vu ça, là, les actions américaines qui ont tiré un peu de l'aile depuis le début de l'année. Il faut dire aussi qu'au même moment, en début d'année, il y a eu des plans fiscaux colossaux là, de la part des Européens, puis surtout de l'Allemagne, qui a donné le vent dans les voiles. Tout le projet de réarmement aussi, là, qui a été imposé par Trump, a fait en sorte que les compagnies militaires, entre autres, ou de la défense en Europe, ont vraiment, vraiment connu un premier trimestre assez abracadabrant. Mais je dirais que depuis Liberation Day, les stocks là, de technologie aux États-Unis ont repris vraiment de l'altitude. Donc, oui, on aime l'histoire de le dollar US va se déprécier, et donc habituellement, le reste du monde, surtout l'international, a tendance à bien faire dans une situation comme ça. Mais il ne faut pas oublier toute l'intelligence artificielle et l'effervescence liée à ça. Là. Donc, on suit ça quand même de très, très, très proche. Mais dans l'ensemble, je pense qu'une stratégie qui est mieux diversifiée que par le passé. Avant, c'était facile. On achetait les États-Unis, puis on était pratiquement certain de surperformer. Mais dans un environnement où le dollar américain va fléchir, hein, si la Banque centrale américaine annonce des baisses de taux, tandis que les autres banques ont déjà procédé à leur baisse de taux, ça pourrait donner lieu là, à une appréciation de leur devise. À suivre. Super intéressant. Tu parlais de boule de cristal tantôt, qu'on n'en a pas une. Ça serait le fun, parce que sinon, on aurait chacun notre île. Ouais. Mais même si c'est impossible de prédire l'avenir, quels sont vos scénarios d'ici la fin de l'année? Ouais. On aime beaucoup parler en probabilité avec nos clients. Alors, si tu pourrais nous parler de tes probabilités ou des scénarios. C'est ça. Bien, je pense que dans l'ordre des choses, les risques de récession sont relativement faibles. Ça, on peut mettre ça de côté. Il y a toujours des risques de récession, peu importe l'environnement auquel on fait face, il y a toujours des risques parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver ou de quelle façon ça va façonner l'environnement. Mais nous, le scénario avec lequel on travaille en ce moment, étant donné nos vues sur l'inflation, les taux d'intérêt et la croissance économique, c'est qu'on va avoir une période de croissance qui va être sous le potentiel. Donc, proche de zéro, supérieur à zéro, mais proche de zéro. Donc, plus une forme de stagnation, je dirais, dans un environnement où l'inflation va peut-être être aussi supérieure aux cibles des banques centrales. Bon, il y en a qui appellent ça de la stagflation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 70 où les prix du pétrole avaient fait en sorte là, que l'inflation était galopante puis on avait une récession. Mais bon, c'est une forme de stagnation économique qui va être passagère. On anticipe ça seulement pour les 6 prochains mois, je dirais, ou d'ici la fin de l'année, parce que j'en ai parlé, le plan fiscal des Américains, le plan fiscal du Canada, le plan fiscal en Europe va vraiment faire en sorte que 2026 là, va être très profitable pour l'ensemble des entreprises, puis il faut se préparer à ça. Là. Donc, d'être trop prudent aujourd'hui, je pense que ça serait un risque. Excellent. Ça va arriver à un point. Absolument. Donc, on termine toujours nos présentations avec notre répartition d'actifs. Ah bon? Vu qu'on a la chance de t'avoir, cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. On va te demander de donner tes impressions et tes commentaires sur notre répartition d'actifs actuelle. Parfait. Donc, je regarde ça.
Donc, pas trop de cash, je vois ça. Positionnement relativement neutre. Est-ce que je me trompe? Non, exact. Un petit peu surpondéré au niveau international. Oui, ben ça, c'est parfait. Donc, on a profité de l'engouement depuis le début de l'année. Puis, comme je le disais, si le dollar américain fléchit habituellement, les titres en Europe, en Asie, puis aussi tous les marchés émergents ont tendance à surperformer. Donc, on est bien positionné pour ça. Canada, relativement surpondéré aussi. Canada, c'est un bon, je dirais, complément au marché américain. Plus de financières, plus de titres industriels, de titres plus cycliques, je dirais. Et il y a aussi tous les orifères. En ce moment, l'or, qui est comme le moyen de défense numéro 1, là, permet aux orifères canadiennes de vraiment tirer leur épingle du jeu. Et la composition, souvent, Canada-US, pour nos investisseurs, c'est à peu près le meilleur mix géographique qu'on ne peut pas avoir. Donc, tout ça est là. Je me garde juste un petit bémol, évidemment, au niveau des États-Unis, qui, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on est dans une bulle? Hein, on se rappellera la bulle technologique. Aujourd'hui, c'est différent. Les grandes capitalisations, c'est vraiment des machines à pièces. Donc, ouais, ils ont du fondamental. Ils ne sont pas là pour rien. Vraiment, ils ont quelque chose de positif. C'est juste de voir là, comment cette effervescence-là liée à l'intelligence artificielle va se poursuivre. Pour le moment, c'est juste les plus gros. Hein, c'est beaucoup de dépenses en capital pour essayer d'être en avant de la parade, mais éventuellement, ça va donner lieu à des applications qui vont faire en sorte de générer des gains de productivité aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Puis ça, il ne faut pas... il ne faut pas trop nier ça. Là. Puis si on revenait à ta première slide initiale, quand on t'a parlé des deux grandes catégories d'actifs, actions versus revenu fixe. Alors, si tu englobes actions dans la répartition d'actifs, que tu sois dans le profil équilibré et revenu fixe, que nous suggérerais-tu de faire? C'est ça. Donc, comme il n'y a pas de récession attendue, les risques que les taux obligataires diminuent de façon marquée sont quand même relativement faibles. Là, on va voir ce que les banques centrales vont nous annoncer, mais pour le moment, c'est de revenir à une politique plus neutre. Donc, il n'y a pas panique, il n'y a pas péril dans la demeure, le feu n'est pas poigné dans l'auberge, on n'est pas là pour baisser les taux, pour relancer l'économie, parce que le plan fiscal est déjà en train de faire ça. Et donc, si c'est juste ça, les taux obligataires de long terme vont probablement rester près des 4,5-5 % aux États-Unis, puis un petit peu moins que ça au Canada. Donc, si les taux ne bougent pas, on ne peut pas s'attendre à avoir bien plus que notre coupon de taux d'intérêt. Et dans cette optique-là, il y a probablement plus de gains à faire du côté boursier. Mais les risques, les primes de risque, comme je le disais, avec des ratios co-bénéfices relativement élevés, font en sorte qu'on ne peut pas s'attendre à avoir du 15-20 % comme on a connu dans les dernières années. Donc, il y a toujours ce petit risque-là qui fait qu'on ne peut pas être all-in, comme on dit ça. Non, puis on a beaucoup l'humain en considération. Quand tu parles de finances, avec des gars de finances, c'est beaucoup plus facile à comprendre la volatilité des marchés et à être confortable avec cette volatilité-là. Fait qu'on a toujours l'humain et les clients en considération qui ne sont pas toujours confortables avec une certaine variabilité, malgré tout avec les actions. Fait que ce qu'on comprendrait, c'est qu'un petit peu plus en action et peut-être à peine diminuer un peu les revenus fixes par les deux grandes catégories d'actifs. 100%. Puis comme tu sais très bien en bout de ligne, toujours respecter le profil de risque de l'autre. Tout à fait. Absolument. Martin, ça a été un bonheur de te recevoir. Merci d'avoir participé à notre premier podcast en réalité. Alors, on tenait à ce que ce soit toi parce que ce qui est le fun, c'est que tu parles toujours un langage simple que le monde, une fois qu'ils t'ont écouté, apprécie beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on voulait que tu sois notre premier invité. Encore une fois, merci.